Cécile de Mélibus. Et comme tous les matins aux alentours de 9h, c'est le petit déjeuner de l'actu. Ce matin, on va revenir sur les sanctions qu'a évoqué Jean-Michel Blanquer pour les soignants, les enseignants dits décrocheurs. On en parle avec nos éditorialistes du jour, Françoise Degois, Elisabeth Lévy, Christine Bouillot. C'est tout de suite. Et nous serons dans quelques instants avec Elisabeth Coutas, qui est secrétaire départementale du SNUIPP, SNUIPP-FSU de Paris. Oui, absolument. Donc, pour parler de ces sanctions pour les enseignants décrocheurs qui ont été évoquées par Jean-Michel Blanquer hier, en deux mots, en plantant le décor avec vous, Elisabeth Lévy, Christine Bouillot et Françoise Degois, avant Elisabeth Coutas. Elisabeth, tout à l'heure, non, Elisabeth n'est pas là, elle va être avec nous dans un instant. François, je suis là. Elle est là, notre Elisabeth, super. On s'engueule un peu ce matin. Voilà, non, posez. Elisabeth, rapidement, un mot chacun avant de voir avec Elisabeth Coutas et ensuite de débattre. Elisabeth, vous, est-ce que vous êtes pour des sanctions ? Non mais écoutez, c'est tout de même extraordinaire, ça fait 15 jours qu'on nous explique en long, en large et en travers, et c'est à juste titre d'ailleurs, qu'il faut sanctionner absolument la minorité de policiers qui fait mal son travail, et là on va monter au rideau parce que des gens qui n'ont pas fait leur boulot seraient sanctionnés. Oui, il me semble que quand on fait pas son travail, ça n'est pas un drame, et simplement juste un mot, ce qui énerve les profs, c'est qu'on en parle. Mais je ne vois vraiment pas pourquoi on ne parlerait François. Oui, d'accord, on a compris votre raisonnement et on va en débattre dans un instant. Françoise. Bon, d'abord, Jean-Michel Blanquer, au lieu de s'occuper des profs qui décrochent, il ferait mieux de s'occuper des décrocheurs élèves. Ça, c'est le premier point. Bien sûr qu'il faut des sanctions. Je suis pour les sanctions pour les policiers racistes, évidemment, s'il y a des profs tir au flanc. Je veux simplement dire que ce débat me fait sourire parce que les mêmes qui refusent qu'on fasse un amalgame de toute la police nationale, si vous voulez, avec les quelques hurluberlus qui traînent dans les tiroirs, sont ceux qui se gênent pas en fait pour faire un vaste amalgame de tous les profs, alors que a priori ça concerne une minorité de profs. Donc mais voilà, qui fait cet amalgame? Il y en a plein. Elisabeth, je vous mets pas du tout en cause. Je dis que c'est ça le climat. Christine Bouillot. Oui. Alors le problème c'est que ils estiment à 40 000 le nombre de professeurs qui auraient décroché pendant cette période de confinement. Au doigt mouillé sans doute aussi avec un retour des parents parce que il y a Françoise, il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a des professeurs qui sont soi-disant plus à l'aise que d'autres au niveau informatique, donc ont été plus présents, d'autres moins. Déjà dans l'histoire au départ, l'enseignement et l'éducation nationale est parti dans le flou. La continuité pédagogique qui était vantée à distance par le ministre de l'Éducation nationale, en réalité elle n'avait jamais été testée avant, donc tout le monde a inventé, bricolé quelque chose pour que les élèves puissent suivre. Alors il y a une réalité, c'est qu'il y a des professeurs qui ont disparu des écrans radars et j'en suis témoin, donc il y a un moment donné on fait alors pour différentes raisons. Mais qu'est-ce qu'on fait Françoise? Alors Elisabeth Coutas, attendez, vous allez répondre en fait dans un instant. C'est moi le prof là, donc Elisabeth Coutas, secrétaire départementale du SNUIPP FSU Paris est avec nous. Vous avez entendu le point de vue des uns et des autres de nos éditorialistes ce matin. Oui. Et quelle est votre position, vous? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. On vous entend très bien. Très bien. Nous, d'abord, on se dit que c'est pas vraiment là le moment. Enfin, si ça l'est déjà, au regard de ce que vivent les enseignants et les enseignantes aujourd'hui, dans les écoles ou chez eux, pour assurer le lien avec les familles, d'entendre ça depuis quelques jours. Voilà, on a le dos large, mais ça suffit. Et ensuite, que ce soit 5%, 40 000, enfin, déjà, il faudrait savoir comment sont calculés ces chiffres. Ce qui représente, est-ce que les enseignants qui sont malades, les enseignants qui doivent garder leurs enfants, enfin comment est-ce que ça s'est compris? Et si jamais même ces 5% étaient avérés, qu'on utilise un chiffre si faible pour salir toute une profession, en ce moment, qui le fait? Voilà. Mais tout le monde, Elisabeth. Mais personne. Attendez. Elisabeth Coutas n'a pas fini. Non mais vous êtes terrible. Heureusement que j'étais pas enseignant avec vous parce que sinon vous seriez allé dans le couloir quelques secondes. Elisabeth Coutas, terminé.
Et ensuite, je pense que le plus gros problème là, c'est de mettre la focale sur les enseignants. Donc moi, je vais parler pour les professeurs des écoles, hein, parce que c'est dans le premier degré, c'est de mettre la focale là-dessus et du coup de ne pas se poser la question des dysfonctionnements qu'il y a pu y avoir au niveau du ministère, qui fait que la continuité pédagogique, comme vous avez dit, c'est un beau mot, mais en fait personne n'était préparé. Donc les enseignants ont fait ce qu'ils pouvaient et que là, sur la question de l'accueil des élèves, on a des parents qui ont les demandes légitimes avec ce qu'ils entendent dans les médias pour que leurs enfants puissent retourner à l'école. Et en fait, à cause du protocole, on ne peut pas accueillir plus d'élèves et donc le protocole il est entre les mains de l'État là à l'heure actuelle et c'est pas nous qui avons la main là-dessus. Bon, alors c'est vrai que sur la base du volontariat, ça c'est vrai que de dire aux enfants et aux enseignants c'est sur la base du volontariat, c'est compliqué à entendre quoi. Voilà. Ouais. Alors ce qu'a dit préciser quand même Jean-Michel Blanquer hier, c'est que chaque chef d'établissement sait à quoi s'en tenir. Ça veut dire qu'il va y avoir des listes dans les établissements. On va dire toi tu as été un bon prof, toi tu as été un mauvais prof pendant le Covid. C'est ce qui va un peu se passer, Elisabeth Coutas, ou pas? Alors il faudrait savoir, enfin si c'est pour ressortir cette fameuse idée du mérite, donc au lieu d'augmenter tout le monde, parce qu'on sait que les enseignants français sont moins payés que leurs homologues européens, on fait passer des primes au mérite, et alors là c'est peut-être la nouveauté, on baisse aussi les salaires en mettant des sanctions financières. Alors qu'on sait que ça fonctionne pas comme mode de gestion. On sait que les primes chez les fonctionnaires, elles bénéficient plus aux hommes, par exemple. Il faut savoir comment on évalue. Comment est-ce qu'on va évaluer là un enseignant? Ça veut dire un enseignant de savoir combien d'heures il s'est connecté sur Internet, combien de familles il a appelé. Dans l'idée, ce que je veux dire, c'est que les autorités hiérarchiques savaient que les enseignants faisaient leur travail. Et donc, ce qui nous embête beaucoup, là, c'est que si on parle d'évaluer le travail des enseignants, c'est les parents qui vont évaluer le travail des enseignants. Oui, ça va être difficile à évaluer. Non, mais ça, c'est pas faux. Donc, pour vous, il ne faudrait pas de sanctions pour les décrocheurs et pas de primes pour les enseignants, entre guillemets. Bons élèves, quoi. Non, parce que les enseignants, ils ont fait leur travail. Voilà, ils sont fonctionnaires d'État. Ils ont cette mission de service public d'éducation chevillée au corps et ils ont fait ça à distance, en présence. Ils ont accueilli les enfants de soignants. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pendant cette crise-là. Elisabeth, Françoise et Christine, vous avez la parole de nouveau. Alors, et Elisabeth Coutas reste avec nous. Madame Coutas, d'abord merci de ce que vous avez dit à la fin. Les enseignants ont fait leur boulot comme tout le monde, si vous voulez, et l'héroïsation générale de tous les Français, si vous voulez, devient un peu ridicule. Donc je trouve que vous avez raison de dire cela. En revanche, là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, j'ai vu des centaines de reportages sur les profs qui s'engageaient dans des conditions difficiles. J'ai vu des centaines de reportages sur les dysfonctionnements, sur le protocole sanitaire, sur l'indécision, sur les revirements. Je veux dire, et qu'est-ce qui met le feu aux poudres, c'est exagéré parce que les protestations ne sont pas non plus... mais qu'est-ce qui énerve les professeurs? C'est un malheureux reportage sur tout ça qui parle d'un petit phénomène, effectivement, mais qui existe. On a vu des gens disparaître. C'est-à-dire que chez les professeurs, il y a peut-être même moins de tirs au flanc que dans le reste de la société, si vous voulez, mais voilà, c'est... Et donc, de quoi s'agit-il? De dire que, les gens qui ont disparu, qui n'ont pas cherché à suivre leurs élèves, doivent être sanctionnés. Personne, je n'ai entendu personne, si vous voulez dire que tous les profs étaient des tirs au flanc, d'autant plus qu'en même temps, le ministère lance une campagne. Mais non, mais je ne vois personne dire cela. Non, mais attends, j'ai une question. Une question à Françoise. Une question à Françoise. Elisabeth, je vais te répondre. Je veux te poser une question. On ne me parle pas du climat. Dis-moi quelque chose de précis sur la façon dont on salit les profs. Mais je vais te dire, d'abord, c'est pas un petit reportage de rien du tout. Si tu veux, c'est l'œil du 20h qui dure 6 minutes, qui est entièrement à charge. 3 minutes. Qui dure 6 minutes, qui est entièrement à charge et qui est regardé par 5 millions de téléspectateurs. C'est Le Figaro, la semaine dernière, pleine page et couverture. C'est l'Opinion. Tout ça est repris en boucle. Tout ça avec la bénédiction, si tu veux, de Jean-Michel Blanquer. Donc, si toi, tu ne sens pas le champ et le débat public, moi, je la vois bien arriver, si tu veux, la méchante droite dit du mal des profs. Non, c'est pas ça. Mais si tu veux, Elisabeth, je termine en 1 minute. Françoise, terminez. Je dis juste que on peut pas. Et la globalisation, elle arrive. Elle est aussi débile, la globalisation, que les gens qui disent la police est raciste. Tu comprends? Moi, je suis exactement comme toi là-dessus. Je respecte la police républicaine, mais je ne suis pas d'accord sur cette espèce de retour d'expérience qui est extrêmement politisé, qui a commencé à être lancé sur des plateaux de télé
auquel je participais par des gens de La République En Marche, qui continuent avec Blanquer, qui est relayé, et pas par des petits Donc reportages. il faut pas critiquer il faut jamais critiquer les profs. Il faut les critiquer, mais je pense que le retour d'expérience, il peut pas se faire au doigt mouillé, 5%, 40 000 profs. Voilà, c'est pas Christine possible. Bouillot. Alors, Françoise, il y a aussi une réalité, c'est que si ces sujets-là existent, c'est qu'il y a des remontées de terrain, et tout simplement pour quelle raison? C'est qu'en ce moment, il y a les conseils de classe. Alors, je parle pas du primaire, hein, je parle vraiment du secondaire, collège et lycée. Hein. Donc, il y a des questionnaires qui sont envoyés aux parents, à qui on demande racontez-nous comment s'est passé ces 3 mois de confinement, hein, je le rappelle. Donc, il y a ce retour, et donc, s'il y a des sujets qui sortent aussi en ce moment, c'est qu'il y a aussi cette réalité-là. On peut pas l'enlever. De là à jeter tout le monde dans le même panier, je suis d'accord avec vous, ça n'a aucun sens. Seulement, là aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est qu'il y a 3 mois de scolarité qui ont quasiment sauté, ou en tous les cas qui ont été faites, pour certains très très bien, d'autres c'est totalement à revoir. Donc maintenant la question c'est est-ce qu'on sanctionne? Moi j'ai pas la réponse, et c'est pas à moi de décider, et encore moins je pense aux citoyens, c'est aussi aux enseignants de faire leur autocritique, et dans le système de l'éducation nationale, mais c'est surtout se poser la question de la rentrée des classes. François, j'entends tout ce que tu dis. Oui, Elisabeth Coutas, bien sûr. Je te dis juste que quand tu as Sibeth Ndeye, porte-parole du gouvernement, qui commence à charger sur les maires complices des profs, ça c'était il y a 5 jours, quand tu as la classe politique, mais François, tu peux pas dire, écoute-moi, tu peux pas dire, tu ne peux pas, en campagne électorale de rien du tout, tu peux pas dire que parce que tu as une lettre signée par 71 parents d'élèves, et que tout le monde connaît un voisin qui est pas content, que ça fait 40 000 profs. Représentante des profs ce matin, Elisabeth Coutas, hein, vous avez de nouveau la parole. Oui, merci. Alors, la question de ne pas faire son travail, de savoir si la continuité pédagogique a été assurée ou pas, je le mets entre guillemets, mais vous ne voyez pas, mais c'est ça ce que ça veut dire. Nous, on appelle ça un lien avec les élèves. S'il y a des parents qui ne sont pas satisfaits, ben c'est tout à fait normal, parce qu'on leur a vendu l'école à la maison comme étant l'école. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc les parents se retrouvent. Il faut savoir qu'on a des parents qui habitent dans... On a découvert en France qu'il y avait des personnes qui habitaient dans des tout petits logements, qui ne pouvaient pas manger le midi. Et donc, on a des enfants qui sont dans ces situations-là. Les parents travaillent ou ne travaillent pas, mais doivent s'occuper d'enfants de différents âges scolaires. On a aussi d'autres parents qui sont en télétravail, qui ont peut-être un peu de temps pour s'occuper des enfants. Donc, c'est pas forcément la responsabilité des enseignants. Et c'est surtout pas de la responsabilité des enseignants là. Si l'école s'est arrêtée, c'est pas non plus de la responsabilité du gouvernement. Enfin, le coronavirus, c'est la faute de personne. Sauf que le problème, c'est que ça n'a pas été préparé. Donc, pour nous, l'école, elle s'est arrêtée le 13 mars. Et elle reprendra, on espère, en septembre. Et d'ici là, on essaye de mettre des petits bouts, de faire un peu du bricolage à droite à gauche. Et je voulais juste... Pardon, là-dessus, la question là, c'est qu'on parle, on parle des profs, et je vais vous dire 2 choses. On parle des profs maintenant, alors que la vraie question qu'on devrait se poser collectivement, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants qu'on a laissés sur le bord de la route depuis 3 mois, et que nous, on a à cœur de faire réussir, et que nous, c'est le cœur aussi de notre métier. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce que l'année prochaine, il y a un nombre très important de postes qui est prévu pour le 1er degré? Est-ce qu'on a des aménagements qui sont possibles? Est-ce qu'on a des profs spécialisés qui sont recrutés en nombre? Est-ce qu'on va baisser les effectifs par classe? On va remettre de la formation continue aux enseignants? Parce que si on refait l'école comme avant le 13 mars, on sait déjà que là, il y a des gamins qui sont perdus. Et ce ne sera pas de la responsabilité des enseignants. Et je finis juste sur la question aussi qu'il faut quand même se poser, c'est que les enseignants, c'est aussi des travailleurs, et qu'il y a des choses très très compliquées qui se passent en ce moment. Et on a à Paris 180 directeurs et directrices, 180, qui ont signé une lettre ouverte en disant que c'était pas possible, que la situation actuelle pour eux n'était pas possible, qui vivaient désordre et contre-ordre, qui vivaient une situation de maltraitance institutionnelle, que c'était trop difficile de faire face aux demandes légitimes des parents, aux pressions de l'administration, aux ordres et contre-ordres, aux déclarations du ministre. Et on a 180 directeurs et directrices qui ont signé cette lettre. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien là chez les enseignants, et ça, faut en parler aussi. Oui, non mais ça c'est vrai, parce que pas facile aussi, et je me mets un peu à leur place dans ces conditions, de savoir quelle décision prendre quand on vous dit à un moment donné non, c'est trop dangereux, l'école ne va pas reprendre. Ensuite, oui, mais il faut accueillir certains enfants. Ensuite, il faut pas trop quand même. Il faut accélérer le déconfinement. Compliqué. Elisabeth Lévy, est-ce que dans le message aussi de Jean-Michel Blanquer, il n'y a pas une sorte d'avertissement?
Oui, non, mais c'est tout à fait clair. En fait, moi, j'ai parlé avec des gens de son cabinet hier pour qu'ils m'expliquent. Jusque-là, ils ont été extrêmement tolérants et bienveillants, semble-t-il. C'est-à-dire les profs qui ont disparu en disant que soit ils étaient malades, soit ils avaient trop de charges par ailleurs, enfin bon, soit qu'ils n'avaient pas d'informatique. On les a pas enquiquinés. En fait, ce qui va se passer, c'est que ceux qui continuent maintenant, disons, qui en gros ont disparu des radars, si vous voulez, soit ils produisent des justificatifs, soit ils seront sanctionnés. Et là, il a parlé des chefs d'établissement, mais tout simplement parce qu'un chef d'établissement, il sait dans son équipe, si vous voulez, s'il y en a qui se sont vraiment défoncés, qui se sont donné énormément de mal, parce que ça peut augmenter beaucoup la charge, pendant que les autres faisaient rien, et ben ça va se ressentir peut-être après sur les carrières. Mais juste un mot, je trouve ça quand même sidérant, si vous voulez. On a été habitués pendant 2 mois à cette espèce de câlinage, on est tous des héros, on est tous merveilleux. Dès qu'il y a une critique, je mets à part le cas des policiers, hein, mais dès qu'il y a une critique qui porte sur vraiment des gens qui portent simplement sur des gens, une extrême minorité, personne ne dit le contraire, qui n'ont vraiment pas fait leur boulot, je veux dire, tout le monde est là et c'est les susceptibilité. Et on dit du mal de nous. Il faut qu'on arrête d'être susceptible. Je vais te répondre. Je crois pas que c'est la susceptibilité. C'est très étrange d'ailleurs de voir à quel point ce qui se passe dans la police est exactement la même mécanique que ce qui se passe chez les professeurs. C'est-à-dire que ces critiques-là arrivent dans un moment où ces deux piliers, si vous voulez, de la République, quand même, traversent. Non, mais traversent une crise plus qu'existentielle. On demande tout aux flics. On les a laissés face aux manifestants pendant 1 an, sans trouver une réponse politique. On demande tout aux profs, d'éduquer les enfants, de faire les accueillir, de les accueillir. Non, mais pas simplement, pas simplement dans le Covid. Et donc, ces deux corps de métier, il faut entendre. Et je ne crois pas qu'ils sont susceptibles, ils sont à vif, c'est pas pareil. Allez, on se retrouve dans un instant. 10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. C'est la suite du petit déjeuner de l'actu avec un trio en grande forme, Elisabeth Lévy, Françoise Degois et Christine Bouillot ce matin avec nous. Et vos appels 0826 300 300. Oui, et Elisabeth Coutas qui est avec nous, aussi secrétaire départementale du SNU IPP et FSU. Est-ce que, Elisabeth Coutas, est-ce que vous attendez, vous, d'Emmanuel Macron dimanche soir, qu'il dise allez hop, les 15 derniers jours, là, tout le monde à l'école, tout le monde repart? Alors, déjà, il faudrait savoir si l'école est obligatoire ou pas. A priori, l'école, c'est obligatoire. Donc, si on y va, on y va. Il faudrait aussi savoir laisser le temps aux enseignants et aux équipes, parce que pour l'instant, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais quand le ministre parlait dans les médias, le lendemain, le Premier ministre disait autre chose. Le surlendemain, on disait autre chose. Et sauf que 3 jours avant, il fallait déjà refaire un emploi du temps qu'on avait défait, qu'on avait refait. Donc, si... Nous, ce qu'on demande, c'est du temps pour s'organiser. Et c'est pas juste pour avoir du temps en plus. C'est pour accueillir les élèves au mieux. Et que si on accueille les élèves, a priori, nous, ce qu'on est formé à faire, c'est de l'enseignement. Et donc que ce soit l'école. Et que ce soit pas une espèce de garderie ou un accueil élargi, qu'on est en train de donner aujourd'hui, parce que le protocole sanitaire fait que c'est pas possible d'accueillir plus d'élèves. Et il faut savoir aussi que pendant qu'il y a des enseignants qui sont en classe, là, il y a des enseignants aussi qui continuent à maintenir le lien à distance avec les élèves. Ça c'est vrai. Christine Bouillot. Oui, alors il y a aussi pour quelle raison ça arrive maintenant aussi ce débat-là, c'est qu'il y a aussi une forme de pression avec le protocole sanitaire, avec des parents qui commencent à avoir envie que leurs enfants aillent à l'école, et des organisations liées à ce protocole sanitaire qui est quand même des plus strictes. Je rappelle que les enfants sont 10 par classe. Je crois que maintenant aujourd'hui dans la société 10 par salle, ça n'existe quasiment plus. Et donc les parents mettent la pression aussi, et il y a cette remontée certainement également du côté de l'exécutif pour que on desserre les taux, que les enfants puissent retourner à l'école, pour que les gens puissent retourner travailler également. Donc c'est toute une chaîne en fait. Et si ça arrive maintenant, c'est parce qu'il y a aussi une baisse des contaminations, une baisse de la présence du virus, et que ce retour à l'école... Alors ce qui est dérangeant dans la communication du gouvernement, c'est d'avoir dit que l'école était, on va dire, une option, en gros qui était non essentielle, alors que beaucoup d'autres choses pouvaient réouvrir et pouvaient rouvrir et pouvaient redémarrer. Donc si vous voulez, dans le discours qui est envoyé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui disent finalement mon enfant il va pas retourner à l'école parce que pour ce qui reste de cours, pour ce qui reste de semaines, finalement autant qu'il reste à la maison, et on verra tout ça en septembre. Sauf que pour l'instant, septembre, on sait pas trop à quoi ça va ressembler. Oui. Françoise Degois, Elisabeth Lévy.
Oui, je pense qu'Emmanuel Macron. Vas-y, je pense qu'Emmanuel Macron, dimanche soir, va évidemment annoncer l'accélération. Accélération de la rouverture enfin des restaurants à Paris, parce qu'on comprend pas très bien ces restaurants. Non, mais moi je m'en fous. Et puis même des autres avec un peu partout en France où il y a des conditions sanitaires assez difficiles. Il va probablement s'exprimer sur les frontières, etc. Et sur les professeurs. Et j'attends la phrase, si vous voulez, c'est quand même un bijou hier en Conseil des ministres sur la police. Il faut pas faire d'amalgame, mais en même temps, moi j'ai trouvé que l'expression était terrible. Il ne faut pas de protection coupable. J'ai trouvé ça effarant de la part du chef de l'État. Ça laisse signifier que dans la police, il y a des gens qui protègent les racistes. Et donc j'attends de voir, si vous voulez, la novlangue d'Emmanuel Macron pour arriver à parler des professeurs, de l'obligation d'y aller, de dire à quel point ils ont très bien travaillé, mais à quel point c'est pas bien d'être un décrocheur. J'attends. Je me prépare déjà. Voilà. Mais bon, il faut quand même être pas dans la consolation, mais il faut quand même être dans une forme de bienveillance. Elisabeth, en un mot. Moi, je le répète, les consolations, y compris quand elles s'adressent à moi, si vous voulez, je commence à en avoir assez de tout ce sentiment. Mais bon, c'est personnel. Non, ce qui me réjouit, en revanche, c'est que, contrairement à ce qui se passait il y a quelques semaines, tout le monde, là pour le coup, semble avoir conscience que même reprendre pour 15 jours, c'est important, et que pour un certain nombre d'élèves, évidemment les moins favorisés, une interruption aussi longue, c'est une catastrophe. Il y a vraiment des gens qui ne reprendront pas. Donc ça, je trouve que là-dessus, le climat a un peu changé. Il y a peut-être la possibilité, je ne sais pas, est d'accord là-dessus. Elisabeth Coutas, je ne sais pas si ce sera le cas et si ça viendra et si il y a eu des indications qui ont été données en ce sens. Est-ce que la mission aussi des profs là dans ces 15 derniers jours, ça ne va pas être de donner un peu, mais du travail aussi avec des choses assez orientées pendant les vacances aux enfants? Alors, le problème de donner du travail pendant les vacances, c'est que déjà, je vous rappelle quand même que normalement, on ne doit pas donner de non, mais je sais bien, mais à un moment... Non, mais sinon, on ne fait plus rien. Oui, je sais bien. Mais le problème... Ça va vous rendre populaire, Patrick. Mais attendez... Je peux finir? Oui, bien sûr, Elisabeth Coutas. La difficulté, c'est que pendant les vacances, on va continuer, si on donne du travail à la maison, à creuser les inégalités scolaires. Alors qu'on sait qu'en France, notre système scolaire est déjà le plus inégalitaire. Donc c'est ça qui est aussi... c'est ça qui est aussi... dites-leur de ne pas travailler pendant les vacances. Alors voilà, c'est ça. C'est ce que vous allez faire. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça ce que je viens de dire. À un moment, il faut choisir, Elisabeth Coutas. Il faut dire les choses. Non. Mais attendez, vous parliez des enseignants, vous parliez des enfants. Je vous parle des enfants. Je ne vois pas l'intérêt, moi, à titre individuel, là, de donner une masse de travail aux enfants quand on sait qu'il y a des enfants qui ne vont pas pouvoir le faire. Pour nous, la question, c'est que l'école... Attendez, l'école, elle se fait à l'école. Elle ne se fait pas à la maison. Donc on donne les moyens à l'école. Ça, c'est un... C'est quoi? Pardon madame, mais ça c'est un argument un peu dangereux parce que au-delà même des circonstances, c'est l'argument au nom duquel on a dit comme il y en a qui vont pas pouvoir suivre, baissons le niveau pour que tout le monde puisse suivre. C'est un argument un peu désarmant. Si l'idée de dire on va pas donner de travail aux élèves parce qu'il y en a qui pourront pas le faire, c'est un argument vraiment terrible, vraiment. D'autant. Vous estimez que c'est que le rôle de l'école. Non, je ne dis pas qu'on doit faire du travail pendant l'été. Non, je parle de votre... Non, je précise. De continuer à creuser les inégalités. Non. Mais excusez-moi, le rôle de l'éducation, c'est certainement pas de dire pour ne pas creuser les inégalités, je n'enseigne pas parce que ça va en favoriser certains, si vous voulez. C'est un raisonnement complètement fou. C'est ça que j'ai dit, Mais si, alors attendez, laissez-moi préciser. Laissez-moi juste préciser. Voilà. D'abord, je ne crois pas, en l'occurrence, ce qui me choque, c'est pas que vous disiez qu'il faut pas de travail pendant l'été, parce que j'ai pas d'opinion là-dessus, et c'est pas là-dessus. C'est votre argument qui me choque et qui d'ailleurs m'inquiète beaucoup, parce que vous nous dites, si jamais on donne du travail aux élèves, ça va creuser les inégalités. Et c'est cet argument, en gros, décliné sous diverses formes, qui depuis des années, si vous voulez, on dit, oula, il faut pas monter trop le niveau, il faut pas demander des choses très difficiles parce que ça va, mais bien sûr que si, parce que ça va accroître les inégalités. Eh bien, ça s'appelle le nivellement par le bas. Allez, on va arrêter parce qu'on est... On sera pas d'accord. Elisabeth Coutas, réponse et puis... Oui, allez-y. Madame Lévy, le niveau
scolaire des enfants les plus en réussite dans le système éducatif français ne fait qu'augmenter. Donc c'est pas vrai le nivellement par le bas. Donc faudrait voir sur quelle étude vous vous basez pour dire ça. Et la deuxième chose, si le président décide qu'il faut alléger le protocole, qu'il faut accueillir plus d'élèves, les enseignants ne pourront pas le faire du dimanche pour le lundi. Ça, c'est vrai. Je vous rappelle que qu'il y a 180 directeurs et directrices qui ont signé une lettre, que les enseignants là, ils sont pas bien parce qu'ils peuvent plus faire leur métier et qu'ils sont pressés entre différentes injonctions, des demandes et des ordres et contre-ordres. Non mais ça c'est vrai, On refera un débat sur est-ce qu'il faut travailler pendant l'été ou pas. Elisabeth Coutas, vous viendrez en studio face à Elisabeth Lévy, Christine Bouillot et Françoise Devois. On est pris un petit peu par le temps là parce qu'on va parler aussi des films qui peuvent être